va aborder trois sujets, des sujets de gouvernance territoriale, des sujets de participation des salariés en insertion au nouveau système et à la construction de leur propre parcours, et enfin à la question de comment est-ce qu'on fait pour répondre en termes je dirais, de dynamisme de projet à l'ambition affichée par le pacte. Alors, on a une table ronde nombreuse, un public qui l'est encore. Je trouve qu'il a résisté à la première table ronde, donc il devrait survivre à la seconde. Et donc, je vais d'abord passer la parole à Michel Bentounsi, qui est le directeur de l'Union départementale de l'unité territoriale des Bouches-du-Rhône de la Directe. Et Michel Bentounsi, vous avez, dans la préparation de la table ronde, vous avez exprimé un certain scepticisme par rapport à certaines dispositions en matière de gouvernance, par rapport à la suppression des comités départementaux. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quel est votre sentiment sur cette nouvelle gouvernance et les réflexions qu'elle vous inspire? Oui, merci. Effectivement, quand Claude Emmanuel m'a contacté pour préparer cette table ronde, il m'a dit « je te préviens, pas de langue de bois ». Donc je lui dis « rassure-toi, mon propos va s'articuler déjà sur une interpellation ». Alors c'est dommage que Thibaut Gouy n'ait pas pu rester cet après-midi, du coup je l'ai interpellé à la pause de midi parce que je voulais pas... Il avait peur, oui, sans doute, il est parti. Sans doute, il m'a pas donné l'impression en tout cas d'avoir peur, mais je voulais quand même effectivement qu'on puisse échanger, donc et pas le faire avant de m'exprimer publiquement cet après-midi. Oui, l'interpellation, c'est une certaine incompréhension face à la décision de supprimer les CDIAE. Pourquoi ? Parce qu'au moment où le gouvernement réaffirme que le niveau départemental est un niveau pertinent pour décliner des politiques, pour donner de la visibilité, de la lisibilité sur ces politiques publiques, de les adapter au plus près des territoires, supprimer une structure, enfin une instance, le CDIE en l'occurrence, dans lequel justement on construit cette politique IAE donc avec l'ensemble des partenaires, c'est incompréhensible pour moi. Je rappelle que dans le CDE, on a tous les partenaires nécessaires donc, qui travaillent sur ces sujets, les financeurs bien évidemment, donc l'État qui est représenté par l'unité départementale de la Directe, le conseil départemental, Michel Graine en parlera sans doute tout à l'heure, les partenaires sociaux, tant du côté patronal que syndical. Alors sur ce sujet, il faut aussi être transparent. On n'a pas toujours une présence très régulière de ces partenaires, mais ils y sont malgré tout. On essaye de les faire venir. Dans les Bouches-du-Rhône, on y arrive. Pôle emploi, bien évidemment, les têtes de réseau, enfin bref, tous les acteurs locaux qui travaillent sur l'insertion par l'activité économique. Et pour illustrer ce propos, je vais évoquer évidemment le sujet que je connais le mieux, c'est celui des Bouches-du-Rhône, où je suis en fonction depuis bientôt 8 ans. Quand je suis arrivé dans ce département, donc, je me suis vite aperçu, en faisant un peu le point sur les différentes politiques que ce département, compte tenu de ses besoins, que chacun connaît ici, donc en termes d'un taux de chômage plus important que le niveau national, des bénéficiaires des RSA, c'est pareil, des poches de pauvreté que chacun connaît, qu'il était nécessaire vraiment d'agir de façon volontariste sur l'insertion par l'activité économique, puisque je considère, et le plan pauvreté le confirme bien, que ça présente des outils qui sont tout à fait adaptés donc, à l'accompagnement de ces publics les plus éloignés de l'emploi. Et donc c'est dans le cadre du CDE qu'on a co-construit avec l'ensemble des partenaires présents une stratégie départementale. On était à l'époque en plus dans une situation budgétaire extrêmement contrainte, donc c'était difficile d'obtenir les moyens donc, de développer et de permettre de répondre à cette sous-dotation qu'on constatait. Donc on a commencé déjà par poser un diagnostic, ensemble, co-construit, partagé, pour repérer justement les besoins, là où ils étaient, de repérer les territoires qui étaient le plus sous-dotés et donc qui devaient être prioritaires dans le développement de structures d'insertion par l'activité économique.
de repérer justement les zones blanches, de bâtir donc ensemble, du coup, quelle stratégie on pouvait mettre en place pour répondre à cette situation qui était, je ne vais pas perdre des mots, à l'époque, une situation quasiment d'urgence, pour faire face à une situation très compliquée. Et puis on a aussi défini une méthode, des appels à projets partagés, dans lesquels on identifiait les priorités, justement, et en particulier ce que j'évoquais tout à l'heure, à l'instant, donc les territoires les plus importants sur lesquels il fallait agir en priorité, parce que les plus en difficulté en la matière, avec une offre complètement insuffisante. On a aussi défini dans ces appels à projets donc, la nécessité de développer d'autres activités support, notamment pour répondre aux besoins des publics féminins qui étaient notoirement sous-représentés dans les bénéficiaires de l'AE. Bref, je ne vais pas aller plus loin sur le sujet, mais on a bien construit ensemble une stratégie de développement d'une politique publique et on donne de la visibilité aux acteurs qui sont les acteurs locaux, et donc derrière donc aux bénéficiaires. Donc c'est vrai que face, et je crois pouvoir dire aussi, donc les CDE dans les autres départements fonctionnent aussi de la même manière, en tout cas donc, en Provence et à Côte d'Azur. Donc c'est vrai que c'est assez incompréhensible de constater qu'on décide de supprimer une instance qui fonctionne bien, qui répond, encore une fois, à une volonté gouvernementale de donner de la lisibilité au plus près des usagers, au plus près des territoires. Et voilà, pourquoi supprimer ce qui fonctionne bien? Alors, moi, je ne méconnais pas, je crois qu'on l'abordera après, une nécessité sans doute, et c'était demandé, donc qu'on ait une instance régionale pour partager les choses de façon plus large peut-être, et puis surtout donc partager avec le conseil régional ces sujets, mais nous, dans le conseil départemental jusqu'à très récemment, le conseil régional était présent, participait. C'est vrai que depuis quelques mois, même quelques années, la nouvelle gouvernance a décidé de se retirer de ces CDIE. Enfin bref, on avait quand même les acteurs essentiels donc, permettant d'agir de façon efficace. Et si on évalue l'action qu'on a menée, je pense qu'on peut considérer que c'était une bonne méthode, puisqu'on a largement concouru et rattrapé le retard, si je puis dire, qu'on avait en termes d'offres d'insertion. Et dans le cadre du nouveau plan pauvreté, pour cette année 2019, on a d'ores et déjà pu développer encore plus les offres d'insertion sur les territoires. Donc voilà, structure qui fonctionne bien, pourquoi la supprimer? Alors, quand j'ai interpellé, donc je me permets, puisqu'il m'a autorisé, interpellé Thibaut Gulli sur le sujet à la pause du midi, parce que la réponse qu'il a fait ce matin ne me paraissait pas vraiment, enfin en tout cas répondre à la question. Ce qu'il nous dit, c'est mais si chez vous les CDE fonctionnent, ben bon, gardez-les, c'est pas interdit. C'est pas interdit, mais quand même, dans le PAC Ambition, on dit qu'on les supprime. Donc ça pose une question, et donc du coup, cette interpellation et un message peut-être qu'on peut passer, donc, qu'on lui a passé à lui, mais aussi donc, à la DGSP, réfléchissons peut-être pour avoir quelque chose de plus souple, qui permettent, encore une fois, de maintenir des structures qui fonctionnent plutôt bien et qui répondent, je crois, aux objectifs du PAC d'ambition, parce que tout ce que je viens de dire concernant les Bouches-du-Rhône mis en œuvre depuis quelques années, c'est dans le pacte. C'est bien ce qu'on nous demande, d'identifier les zones prioritaires, d'être innovant dans les activités, d'être au plus près des territoires pour développer des projets qui répondent aux besoins des 10 territoires et des publics qui y vivent et qui sont en difficulté. Donc on a un outil, encore une fois, qui est opérationnel. Gardons-le. Gardons-le. Michel Grel-Allemand, ce comité départemental, c'est un peu le club des Michel, si j'ai bien compris. Vous êtes directeur de l'insertion au conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Vous partagez la position de Michel Bentounsi? Oui, je la partage complètement. Je veux juste quand même rappeler quel est l'investissement du conseil départemental dans tout ce qui est IAE. Le département consacre plus de 8 millions d'euros à l'IAE, c'est quand même considérable. Voilà, sur un budget de 30 millions d'euros, c'est une large part qui est faite à ces dispositifs, parce qu'on croit, et je crois personnellement de façon très forte, à l'intérêt que peut avoir l'IAE, que peuvent avoir les chantiers d'insertion, puisque bon nombre de nos publics, voilà, ça correspond pour eux à une étape de parcours.
c'est un premier pied à la reprise d'un emploi ou à la prise d'un emploi pour des gens qui n'ont jamais travaillé. Et donc, c'est un super outil. Donc, on y investit tout cet argent parce que voilà, on a des résultats qui sont intéressants. Le département compte 70 000 allocataires du RSA. 60% de nos publics sont suivis par un référent social et rencontrent un bon nombre de difficultés, des freins de tous ordres, y compris de santé. Et c'est vrai que cet outil-là est un super outil. Donc je partage complètement la vision de Michel. C'est vrai que nous avons construit ensemble depuis des années une relation forte. Le CDIAE, c'est un lieu où nous avons participé activement. Nous avons travaillé sur les appels à projets en lien étroit avec l'État. Nous avons valider la création de nouveaux chantiers avec l'État. Nous sommes intervenus sur les critères, voilà, les zones blanches, sur avoir des chantiers qui pouvaient s'appliquer à des publics notamment féminins, parce que les chantiers étaient beaucoup axés sur des métiers plutôt masculins. Donc on a fait un très bon travail, et c'est vrai que du coup, à la fois sur le plan stratégique, hein, puisqu'on a partagé les grandes orientations, et puis sur les territoires, avec un fort lien avec Pôle emploi aussi. Voilà, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui marche. Peut-être que revenir sur un échelon plus régional, ça a des avantages, parce que du coup, ça permettra peut-être une harmonisation au niveau de la région. Tous les départements sont pas les mêmes, on n'a pas les mêmes problématiques, ni de grandeur, ni de ressources économiques. Mais c'est vrai que voilà, c'est l'échelon départemental, je pense qu'il faut le conserver. Et bon, après, peut-être aussi descendre sur des zones un peu plus, des bassins d'emploi, un peu aussi plus proches des réalités territoriales. Voilà, donc je partage complètement ce que dit Michel. Donc la motion, on veut conserver le niveau départemental, je pense qu'elle est bien passée vers le niveau national. Je veux juste rajouter quelque chose. Je regrette que tout ce pacte ait été travaillé. Alors c'est bien qu'il ait été travaillé avec les structures de l'IAE. Je regrette juste que le département n'ait pas été consulté, parce qu'on avait, et on a toujours notre mot à dire dans ce dispositif, puisque vous avez bien compris qu'il nous tient très à cœur. Et je ne suis pas le département des Bouches-du-Rhône, mais je suis aussi le porte-parole de mes collègues des autres départements de la région. Et c'est vrai que si vous souhaitez avoir notre avis, on est prêt à vous le donner. Michel Bentounsi, en dehors du fait on veut garder le truc au niveau départemental, bon, et puis j'ai compris quand même qu'il n'y avait pas non plus un rejet qui est quelque chose qui se passe au niveau régional, mais à condition évidemment que ça ne se traduise pas par la suppression du niveau départemental. Vous m'avez dit que vous aviez commencé à expérimenter aussi ici dans le département quelque chose de nouveau, un service public de l'emploi et de l'inclusion, de l'insertion. Je ne sais pas si... Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Oui, parce que bon, vous l'avez noté, dans les départements des Bouches-du-Rhône, on est dynamique et on anticipe. Donc on a quand même vu que la décision de suppression du CDE semblait prise, même si on passe des messages aujourd'hui, puisque Thibault l'a redit ce matin, le but de ces séminaires régionaux, c'est aussi d'écouter les territoires et de, je pense, enfin j'espère, les entendre. Mais pour autant, donc, on a quand même anticipé, parce qu'on s'est dit, si le CDE doit être supprimé, il peut l'être du coup très rapidement, il ne faut pas se retrouver avec un trou d'air, parce qu'on sait bien que recréer des conseils territoriaux, il faudra les reconstruire, y réfléchir, et donc on s'est dit comment on peut anticiper et comment on peut rester efficace et garder la dynamique, voire faire mieux justement que ce qu'on fait déjà dans ce département. Et d'où l'idée d'expérimenter donc autour de la mise en place du service public d'insertion, on s'est dit,
on a une expérience dans le cadre du service public de l'emploi. Le lien avec le monde économique et l'accompagnement donc des publics les plus en difficulté a bien comme objectif de les ramener vers le monde économique plus classique, si je puis dire, les entreprises classiques. Et donc on s'est dit, ça a sans doute un intérêt de lier les deux choses et du coup d'insérer, si je puis dire, la question de l'IAE dans cette nouvelle instance qu'on expérimente. Alors on n'a pas répondu à l'appel à projet national sur les expérimentations parce qu'on n'a pas eu le temps, puis il a été lancé dans des conditions quand même extrêmement contraintes, puisqu'il fallait répondre en quelques jours. Mais c'est un peu dans cet état d'esprit qu'on s'est situé, mais cette fois sur le volet de la gouvernance. Et on s'est dit donc, partons du SPE pour en faire un SPEI, et dans ce SPEI, ce service public de l'emploi et de l'insertion, intégrons donc évidemment l'insertion par l'activité économique qui a toute sa place. Donc on a validé, donc on a évidemment construit ça, partagé ça avec le conseil départemental en premier lieu, parce qu'il fallait qu'on soit d'accord sur cette approche. Vous avez pu voir, on s'est mis assez facilement d'accord sur cette question, et avec Pôle emploi évidemment et les acteurs du SPE. Le préfet a validé le principe, et donc on a installé ce SPEI à titre expérimental. On tiendra compte évidemment du cadrage national qui sera donné, et puis on verra si on peut y entrer ou s'il faut revoir les choses à ce moment-là. Mais en cette attente donc d'expérimenter donc ce SPEI et le décliner donc au niveau départemental pour avoir cette réflexion stratégique d'ensemble élargie qui intégrera l'insertion par l'activité économique évidemment dans les sujets à traiter, et les décliner cette fois donc, et ça répond à ce que disait Thomas et Thibaut Guy ce matin, la nécessité aussi de se rapprocher des territoires. On le décline dans tous les arrondissements, donc on a choisi le niveau de l'arrondissement parce que, un, ça permet de couvrir l'ensemble du département, deux, on a un sous-préfet évidemment donc, qui suit ces questions et qu'il faut pouvoir associer, donc ça nous a semblé le niveau pertinent donc, pour couvrir l'ensemble des bassins d'emploi. Et donc on aura dans ce cadre-là, comme feuille de route, d'avoir une approche vraiment globale sur ces questions d'insertion et des publics les plus en difficulté, mais de garder le lien fort qu'on a développé dans le SPE avec le monde économique et avec l'entreprise. Parce que ça, c'est essentiel. Si on coupe le lien et la connaissance des entreprises que les UD Direct ont bien, je crois, et ce contact avec le monde économique qui est bien ancré, on passera à côté de l'essentiel. Donc c'est pour ça aussi que le SPI, dans le cadre d'un SPEI, c'est-à-dire donc avoir vraiment une approche globale sur ces questions d'emploi et d'insertion avec un lien fort avec le monde économique, nous semblait pertinent. Donc on a installé, donc on est encore en phase, le dernier sera installé la semaine prochaine, donc installer ces SPEI territoriaux, donc au niveau de chacun des arrondissements, et on va évidemment construire derrière des plans d'action très concrets avec des indicateurs de suivi de celle-ci pour mesurer l'impact de l'action. Michel Crane-Lallemand, toujours sur la même ligne. Toujours sur la même ligne, on a répondu présent, voilà, on a discuté et on est venu aux côtés de l'État comme d'habitude, puisque ça fonctionne bien, donc pourquoi pas expérimenter quelque chose comme cela, voilà. Et ça, du coup, on ouvre aussi à d'autres partenaires et on n'oublie surtout pas le monde de l'entreprise, parce que c'est comme ça que nos allocataires du RSA peuvent, et puis pas que les allocataires du RSA, mais peuvent retrouver un emploi, donc voilà, toujours sur la même longueur d'onde. Ok, alors je vous demande de garder une question, et je vais vous la poser maintenant, mais pour que vous y répondiez tout à l'heure. Parce que aujourd'hui dans la gouvernance, quand même beaucoup de questions de participation des usagers. Il en est question là pour l'IAE, il en est question dans la lutte contre la pauvreté. Et j'ai suggéré qu'on fasse intervenir à cette table ronde 2 salariés en insertion d'une structure qui s'appelle Propulse. Donc Richard Clouseau, Alexis Mialon. Et la première chose, c'est une question toute bête, c'est ce parcours d'insertion que vous avez vécu l'un et l'autre. Qu'est-ce que ça vous a apporté et comment vous avez été un peu associé à son élaboration et à sa construction? Je ne sais pas lequel des deux veut répondre. Bonjour. En premier lieu, cela m'a apporté un regain de confiance en moi qui est fondamental pour pouvoir poursuivre
les projets professionnels ou personnels. Et puis une découverte également de la diversité de profils qu'on peut rencontrer en chantier d'insertion. Et il me semblait fondamental de faire remonter le vécu des personnes en chantier d'insertion aux plus hautes instances, de façon à ce qu'on puisse prendre la décision, à ce que ça puisse aider dans la prise de décision. Voilà. Merci. Et ça a marché? C'est ça, c'est un pari vers l'avenir. Aujourd'hui, on est là dans cet objectif. Richard Clouseau. Oui, je rejoins un peu Alexis dans ce qu'il dit. Ça donne un regain de confiance en soi après une longue période de chômage, de RSA, où on est là et on végète, on ne sait pas quoi faire, même si on est accompagné, c'est compliqué. Personnellement, j'ai un projet professionnel qui est ficelé, et le fait de rentrer dans un chantier d'insertion déjà m'a redonné cette confiance, et puis me permet de pouvoir remettre un doigt sur ce projet, de pouvoir le faire avancer, de pouvoir le faire continuer, avec des accompagnateurs, parce qu'on a des encadrants qui sont des CIP, qui sont là, qui nous écoutent, qui nous poussent, qui nous trouvent des solutions aussi. Quand on a une coordinatrice qui lâche rien et qui nous aide au quotidien, qui est là, elle est là-bas d'ailleurs, Sophie, et qui va tout faire, qui va tout mettre en œuvre pour nous aider et trouver des solutions, même quand des fois on se décourage très vite. Parce que, par exemple, pour faire une formation, c'est compliqué pour avoir un financement, mais elle nous dit, bouge pas, il y a toujours une solution. Donc, voilà. Et alors, essayons de nous projeter un peu dans le futur. Là, on parle beaucoup d'instances départementales, de comités territoriaux, etc. Comment vous voyez que les salariés en insertion puissent être associés à, finalement, l'élaboration de ces projets, la discussion de ces orientations, leur mise en œuvre? Est-ce que pour vous, vous pensez qu'il y a une possibilité, un souhait d'être associé? Oui, parce qu'on est déjà les premiers concernés par tout ça, c'est fondamental. Après, peut-être qu'on pourrait participer à certaines commissions, essayer peut-être de trouver des solutions avec justement tous les acteurs qui sont là aujourd'hui, et participer, je pense que c'est une très bonne chose. Et vous pensez que vos collègues salariés en insertion seraient prêts, par exemple, à avoir un représentant, un délégué, tiré au sort, élu au suffrage universel, je sais pas. C'est compliqué parce qu'on a des contrats de 6 mois et qui ne sont pas toujours renouvelés, mais oui, je pense que beaucoup de mes collègues salariés seraient heureux de pouvoir être représentés dans ces cas-là. Ouais. Michel Grel-Allemand, comment, du point de vue du conseil départemental, vous voyez cette participation des usagers finalement au futur pacte IAE et aux décisions qui vont se prendre? Alors moi je la vois très bien, parce que on gère 70 000 allocataires du RSA, on les rencontre fréquemment, et ce n'est qu'en les connaissant bien qu'on peut imaginer des actions pour eux, mais c'est pas le tout d'imaginer des actions pour les personnes, il faut aussi avoir leur regard et leur avis sur les actions et les politiques que nous mettons en œuvre. Donc par exemple, nous sommes en train de réécrire notre PDI, donc le programme départemental de l'insertion. C'est un programme, un plan pour 3 ans que la loi du RSA, entre guillemets, nous oblige à avoir. Et donc, ça se traduit, donc c'est un document qui va retracer l'ensemble des actions que nous mettons à disposition de nos allocataires pour construire leur parcours. Donc, dans la construction de ce document, nous faisons un travail de participatif extrêmement large, c'est-à-dire que à la fois nous menons des ateliers départementaux, mais aussi des ateliers territoriaux, puisque la direction de l'insertion est répartie territorialement sur des pôles d'insertion. Et donc nous avons des ateliers aussi territoriaux avec des thématiques qu'on imagine. Et dans cette année, donc l'année dernière, et puis les travaux ne sont pas achevés, donc dans le travail de ce PDI, nous avons décidé de créer des ateliers spécifiques pour les allocataires du RSA, avec des thématiques. Et donc nous avons fait venir grâce aux structures dans lesquelles ils sont accompagnés.
Et nous avons écouté leurs paroles, on leur a posé des questions, ils ont participé au débat, et à leur façon, on leur a demandé qu'est-ce qu'ils pensaient de la façon dont ils étaient accompagnés, de l'action dans laquelle ils étaient positionnés. Ce n'est que comme ça qu'on peut essayer d'améliorer les actions pour qu'elles correspondent vraiment aux besoins des publics et qu'elles soient efficaces. C'est pas le tout d'avoir des actions. Si ça ne correspond pas aux besoins, personne n'y vient. Et puis de toute façon, l'objectif c'est quoi? C'est de faire sortir nos publics vers un emploi, de les rendre autonomes. Et donc du coup, on a absolument besoin de la participation de nos publics. Alors, des fois, c'est pas facile de les faire venir parce que des fois ils osent pas. Mais voilà, nous on essaye de le faire. Et dans le cadre du plan pauvreté, hein, Michel, vous-même vous en parliez tout à l'heure. Donc moi je suis animatrice régionale d'un groupe thématique qui s'occupe de l'orientation, de la garantie d'activité et du SPI. Et donc dans le plan pauvreté la stratégie recommande de faire participer des allocataires du RSA. Donc c'est ce que nous faisons dans la construction de notre feuille de route. Avec mes collègues des autres départements, nous avons fait venir des allocataires dans nos réflexions et on les associe. Donc moi je crois vraiment que pour faire sortir des gens du dispositif du RSA ou pour leur faire retrouver un emploi, et quand on construit des politiques et quand on construit des actions, il faut absolument qu'ils puissent participer, y compris à la gouvernance, parce que c'est là où se traduisent la stratégie qu'on veut mettre en place, et donc il faut écouter les publics pour pouvoir faire des choses qui vont être efficaces. Et alors justement, puisqu'on parle de gouvernance, dans le fameux SPEI, est-ce que vous expérimentez aussi une participation des usagers? Alors, jusqu'à maintenant, on n'y a pas pensé. Je le dis clairement, il n'y avait pas pensé. Mais C'est pas une question piège. Par contre, non, mais voilà, on n'y a pas pensé, donc je le dis tranquillement. C'est pas une idée qu'on avait eue. On est en phase de réflexion justement pour élargir le cercle des partenaires locaux, puisque, encore une fois, pour répondre à la question du UI d'insertion, il faut élargir ce qu'était le SPR. On l'a déjà fait évidemment avec les acteurs de l'IAE, je l'évoquais tout à l'heure, et il faut sans doute élargir. Mais je partage complètement donc la nécessité d'être au plus près des publics. D'ailleurs, pour l'anecdote, ces derniers mois, j'ai fait le tour des structures d'insertion par activité économique, justement pour aller au-devant des salariés, leur demander comment ils vivaient leur passage donc, dans l'IAE, est-ce que ça correspondait à leurs besoins, comment ils vivaient ça. Et hasard du calendrier, il y a 2 jours, j'étais avec les deux personnes qui sont à côté de moi, là, donc on a pu échanger sur le terrain. Et je crois que c'est effectivement nécessaire donc d'avoir cette voix. Alors c'est pas facile, hein, et Michel le disait à l'instant, c'est pas facile de voir comment on peut assurer cette représentation, parce que par définition, il faudra qu'il y ait des sortes de délégués, entre guillemets, des publics concernés. Comment on va faire pour les désigner, les trouver, c'est pas forcément simple. En tout cas, c'est une excellente idée auquel on va réfléchir. Richard ou Alexis, si on vous proposait de participer comme ça à cette gouvernance Je dirais volontiers. Volontiers, parce que ça me permettrait déjà de voir comment ça fonctionne, et puis de peut-être donner mon avis qui, je trouve, comme j'ai dit tout à l'heure, on est les premiers concernés, donc c'est très important, quoi. Alexis? Je pense qu'au-delà de notre avis, ça donne du sens également à notre place au chantier, c'est-à-dire que en voyant aujourd'hui comment s'articule toute la politique autour des chantiers d'insertion, on comprend mieux le positionnement de nos encadrants dans notre quotidien professionnel de tous les jours. Et au-delà de ça, je pense que ça permettrait à certains de mes collègues en situation de handicap de mieux se faire entendre par les chantiers d'insertion et éventuellement par d'aider à leur employabilité dans le milieu ordinaire. Alors, on va s'intéresser maintenant à finalement aux basiques de l'ambition. Comment est-ce qu'on accompagne sur le terrain toute cette croissance. Et donc pour ça, alors il y a un projet que moi j'ai appelé le projet X puisqu'il n'a pas de nom. Je ne veux pas dire projet sous X parce qu'il n'est pas sous X, mais c'est le projet X
Et pour ça, on va avoir un binôme entre Claire Moreau de France Active et Élise Huguenot de Chantier École. Alors, comment, déjà, c'est quoi le contexte, c'est quoi les raisons, Claire Moreau, qui vous poussent à développer ce projet X, dont vous allez quand même nous dire quelques mots. Tout à fait. Avec Élise. Peut-être juste une transition par rapport au sujet qu'on vient d'aborder, et ça fait le lien avec le contexte, qui est un contexte quand même de mutation dans lequel évolue l'insertion par l'activité économique depuis de nombreuses années, et notamment depuis 2014, il y a eu une réforme du financement de l'IAE qui a notamment intégré les CDDI au sein des effectifs, et on a pu accompagner des structures qui ont réfléchi à des modes d'intégration aussi des personnes en insertion dans les décisions qui pouvaient être prises par les structures. Donc je trouve que peut-être il y a des délégués du personnel, ça peut être intéressant de voir comment au niveau des structures, déjà, qui sont elles-mêmes porteuses de projets, qui ne sont pas juste des gestionnaires d'insertion, qui sont aussi porteuses de projets, elles peuvent être interpellées et intégrer aussi cette dimension de concertation avec leurs parties prenantes. Voilà, juste pour faire le lien. Donc effectivement, le constat, c'est que donc, nous, on est, juste depuis où on parle, donc France Active, nous, on accompagne, on finance des projets d'économie sociale et solidaire. On a été créé d'ailleurs en grande partie pour accompagner l'insertion par l'activité économique, qu'on accompagne donc depuis 2002 et qu'on commence à connaître un peu. Plusieurs éléments de contexte, ensuite je passerai la parole à Élise pour parler du projet Sous-X. Le premier constat, c'est effectivement ce contexte de mutation qui est présent depuis de nombreuses années, qui fragilise quand même les acteurs, avec à la fois des réformes nationales, mais aussi des évolutions dans les politiques, et dans les politiques régionales notamment. Et nous, effectivement, acteurs de terrain, on a pu observer de nombreuses difficultés pour les plus petites structures notamment, et pour à la fois les PME et PMA de l'IAE, qui, dans leur modèle économique, étaient fragilisés, dans leur capacité à investir des nouveaux champs, des nouvelles politiques, à chercher des leviers pour lesquels voilà, il y avait effectivement de nombreuses difficultés. Autre constat, c'est que depuis ces 2 dernières années, on a une volonté de décloisonnement du secteur, ce qui peut être pourquoi pas intéressant, mais ce qui fait effectivement, qui amène l'émergence de nombreux acteurs, une forme de complexification quand même dans la lecture des territoires, avec effectivement l'arrivée d'une forme de filière de l'inclusion, donc avec le besoin de faire des passerelles entre les entreprises adaptées, l'insertion par l'activité économique, la formation professionnelle également. Et donc une difficulté, là encore, pour les acteurs à se situer dans ce vaste champ, avec aussi l'arrivée de plus en plus forte de nouveaux porteurs de projets. Alors, trois types de porteurs de projets, ceux qui ont déjà des offres et qui sont des historiques de l'insertion, et qui viennent renforcer leur modèle, et puis qui viennent continuer à travailler avec leurs projets. Une deuxième typologie de porteurs, qui sont des porteurs qui ont une offre autre, dont ce n'est pas l'historique, et qui ont envie de développer l'inclusion, et pour lesquels on peut se poser des questions, puisqu'on en a rencontré quelques-uns sur cette dernière année, de comment ces nouveaux projets vont dialoguer avec leur propre objet, et puis comment aussi ils vont dialoguer avec les autres acteurs du territoire qui sont ancrés depuis de nombreuses années. Et puis le dernier cas, ce sont les porteurs de projets qui arrivent, alors soit ce sont sous forme associative, donc des collectifs, soit au contraire des formes d'entrepreneuriat social autour de la question de l'inclusion. Et pour l'ensemble de ces acteurs, eh bien, il y a énormément de questions qui se posent. Comment on s'installe, comment on s'inscrit dans ce secteur, qu'est-ce qu'on choisit entre l'inclusion d'entreprises adaptées, comment on choisit plutôt l'insertion par l'activité économique, comment on va chercher des moyens d'équilibrer son modèle économique, et comment surtout on se situe dans une écologie, dans un écosystème avec les acteurs présents, en essayant d'éviter des logiques de concurrence, des logiques de fragilisation de l'offre existante. Et puis je dirais le dernier élément dont on vient un peu d'évoquer, c'est aussi les évolutions de l'organisation de l'État, où on
a aujourd'hui des inconnus sur la manière dont vont être aussi concertées la mise en œuvre de ces politiques publiques, et donc de la même manière peut-être des besoins d'outiller ces décisions pour qu'on s'assure que l'ensemble de ces démarches soit bien en lien avec le sens du projet, qui est bien d'apporter davantage de solutions aux personnes éloignées de l'emploi, et à premier titre à travailler et à renforcer ce qui existe déjà sur le territoire. C'est à partir de l'ensemble de ce contexte, qui est juste notre lecture, qu'on a travaillé ensemble avec les 3 réseaux de l'IAE, en approchant également l'UNEA, où on s'est dit, aujourd'hui les offres existantes, on en a quelques-unes, on en porte quelques-unes. On se rend compte qu'on a reçu des porteurs pour lesquels peut-être que les offres qu'on proposait, elles n'étaient pas totalement adaptées. En se disant aussi que les offres qu'on portait, elles continuaient à être utiles pour tout un tas de structures qui n'étaient pas en création ou en émergence, mais qui avaient elles-mêmes des besoins d'être renforcées dans leur modèle, et que peut-être il y avait un risque de saturation de l'existant. Et donc on s'est dit, écoutez, pour une fois, réfléchissons plutôt, au-delà du partenariat, réfléchissons à un projet. Et voilà, le projet Sous-X est né. Alors, Élise, prenez la suite pour nous parler du projet Sous-X. Ce que ça va produire, dans quelle étape, l'accouchement est prévu pour quand, enfin tout ça. Oui, donc l'insertion par l'activité économique, effectivement, fait l'objet d'un soutien très important de la part du gouvernement, et crée du coup des opportunités sur les territoires. Donc dès juillet 2019, France Active PACA et les 3 réseaux de l'IAE que sont Chantier, École, Coras et la Fédération des entreprises d'insertion PACA, on a commencé à réfléchir à la structuration d'une offre d'accompagnement pour les porteurs de projets inclusifs. Notre objectif est de modéliser en fait une méthodologie d'accompagnement au bénéfice des porteurs, que ces porteurs portent, comme leur nom l'indique, des projets liés à l'insertion par l'activité économique ou au secteur adapté. Donc il y a 2 cibles, Claire le mentionnait. La première sont les porteurs de projets qui n'ont aucune connaissance de l'inclusion. Et la deuxième cible sont les acteurs qui sont déjà implantés sur le territoire et qui souhaitent diversifier leur offre et porter des projets inclusifs. Donc où est-ce qu'on en est depuis juillet 2019 ? Il y a eu plusieurs premières étapes à passer. La première, ça a été de cartographier les partenaires avec lesquels on souhaitait travailler à chaque étape de la démarche d'accompagnement sur laquelle on travaille, de l'orientation des porteurs de projets vers nous, à la mise en réseau, en passant par la formation, à la facilitation des liens avec le monde de l'entreprise. Et la deuxième étape, on est en plein dedans, on est en pleine phase d'ingénierie, c'est d'identifier nos compétences respectives à France Active PACA et au réseau. Notre enjeu étant de nous assurer que l'ensemble des champs à traiter est couvert par nos 4 structures. Donc aujourd'hui, 6 février 2020, on est en train de construire les briques, les modules de notre projet d'accompagnement. Ces modules seront thématiques. On partira d'un module assez classique de découverte du secteur de l'inclusion pour les porteurs qui n'auraient éventuellement aucune connaissance du secteur. Mais on travaille évidemment sur des modules plus spécifiques qui vont de l'analyse de l'offre existante, de la mesure de l'utilité sociale des activités déployées, en passant par les pratiques engagées, à la formation, etc. Tout cela est en cours d'élaboration, comme je vous le disais, on est en plein dedans. En fait, ce qu'il nous faut aujourd'hui sécuriser, c'est notre capacité opérationnelle à France Active et aux 3 réseaux à déployer ce projet d'accompagnement qui est quand même un projet d'envergure et qui nécessite aujourd'hui un gros travail d'ingénierie et demain un gros travail de déploiement et de coordination. Donc la Direct PACA a été le premier acteur institutionnel qu'on a sollicité dès les prémices de nos réflexions. Donc merci à nos interlocuteurs pour leur écoute attentive. Demain, on sollicitera également les conseils départementaux, le conseil régional, les métropoles. Notre enjeu est dans un premier temps de présenter notre offre technique et d'avoir des retours de ces institutions. Et rapidement de connaître les partenaires prêts à s'engager à côté de nous, à nos côtés, pour déployer ce programme d'appui pour les porteurs de projet.
Et alors si tous vos partenaires sont au rendez-vous, Michel Grey-Allemand, je sais qu'elle déjà elle va vous dire oui, n'est-ce pas? Bon. On va attendre de se rencontrer. Mais voilà, si tout se passe bien, vous êtes prêt à déployer votre outil quand? On s'est dit que la rentrée 2020 serait une bonne date de démarrage, à condition qu'on puisse rencontrer les partenaires qu'on a identifiés d'ici là, que ces derniers soutiennent le projet, dans la mesure où les crédits sont là, sont sur les territoires, les porteurs viennent frapper à notre porte. Donc plus tôt on pourra commencer, plus tôt on pourra participer à la viabilisation et de ces projets et du secteur. Il y a de nouveau une dernière possibilité pour la salle de faire un commentaire, une question. Et on a traité 3 sujets, hein. On vient de traiter finalement cet accompagnement à l'émergence de nouvelles offres. On a parlé de gouvernance, on a parlé de participation des usagers. Qui a envie d'exprimer une question, un commentaire, et qui est prêt à faire passer le micro? Oui, monsieur. Sur la question, je voulais intervenir sur 2 niveaux dans l'atelier. La première, c'est la gouvernance. Je partage effectivement complètement, pour être représentant de la Fédération des acteurs de la solidarité dans le 83, et je suis donc au CDAE 83, je partage complètement ce que vous avez dit, monsieur le directeur, sur effectivement cette instance départementale, et que le niveau régional, en tout cas ce que l'on vit également dans le 83 au niveau du CDE, n'est pas, à mon avis, une bonne idée que de le remonter au niveau régional, pour une raison très simple, c'est qu'on n'a pas du tout envie de venir à Marseille, première chose, et qu'on est très bien dans le département du Var, et que, plus sérieusement... Ça paraît une bonne raison. N'est-ce pas? Et que en plus, avec les responsables de la directe UT 83, on fait des barbecues, puisqu'on fait des journées continues, comme voilà. Donc ça, c'est la boutade, mais plus précisément, je pense qu'effectivement, l'idée de mettre en place comment vous l'appelez, un échelon au niveau des arrondissements, pour le monde de l'État, me semblerait effectivement une vraie bonne logique, parce que s'il y a un échelon qui permet d'être plus fin sur les territoires, je pense qu'effectivement c'est l'arrondissement. Et je vois mal au niveau, je dirais aussi également, sur des questions des collectivités. Alors certes, le conseil régional s'est organisé en antenne départementale, donc je dirais là aussi, ils sont aussi organisés pour participer pleinement au CDAE, et le conseil départemental du 83 risque d'être un peu en difficulté par rapport au conseil départemental du 13 sur, je dirais, de l'approche. Donc voilà, moi je souhaiterais vraiment faire effectivement une réflexion en disant si on pouvait maintenir et améliorer cet échelon-là. Et le deuxième, sur la question de la représentation il m'est venu une idée là, sur la représentation des usagers, sur la question parce que les syndicats sont aussi présents au CDAE, et pourquoi éventuellement on ne lancerait pas l'idée, je dirais, d'un syndicat spécifique des salariés en insertion par l'activité économique, avec toutes les représentations qui sont dues à leur rang. Voilà. Merci pour l'idée. Il y a une deuxième demande de parole. Voilà, juste derrière. Oui, je voudrais également rejoindre Chevine Perrin, chargée de mission à la direction territoriale pour l'emploi Var, et j'ai la chance et le grand plaisir de participer depuis 7 ans à tous les CDIE du Var. Et je rejoins effectivement ce qu'a dit monsieur le directeur de l'UD 13. C'est très important d'avoir cette structure départementale. Alors moi, j'y vois aussi un aspect de prise de recul. Alors comme vous le savez, aujourd'hui, dans toute la région PACA, et donc dans le Var, il y a des CTA, des comités techniques d'animation qui se font par bassin, où les structures sont là, avec tous les prescripteurs. Il y a une dynamique qui a mis du temps à se créer, mais qui existe. Mais pour le coup, au niveau du département, je trouve que c'est intéressant de garder cette structure, parce qu'il y a une prise de recul
par rapport à ce qui se fait au niveau bassin et qui est important. Et pour participer, par exemple, à notre avis, l'avis de tous les participants du CDIAE sur la bourse au poste, sur les FDI, ce partage avec les partenaires sociaux et les têtes de réseau est très important. Et je tiens à dire que l'UD 83 a réussi à mettre ce climat de confiance qui fait qu'on travaille intelligemment ensemble, et forcément ça a un effet sur l'action des territoires, sur les bassins. Et ce serait dommage de s'en priver. Ça n'exclut pas bien évidemment le besoin régional pour toutes les raisons évoquées ce matin au plan économique, mais on reste quand même dans l'opérationnalité et dans la finalité aux usagers. On n'en est pas du tout éloigné au niveau du département, et je rejoins vraiment tout ce qui a été dit. Ce serait dommage de s'en priver, et on se couperait de quelque chose, on s'en rendra compte rapidement. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut... Oui, il y a une demande de prise de parole là-bas. J'ai la dame. Alors, par rapport à la suppression du CDIAE, que va-t-il se passer par rapport aux négociations et aux discussions que pouvaient avoir les structures avec les UT? Est-ce que les dialogues de gestion vont perdurer? Est-ce qu'il va toujours y avoir des échanges entre les structures et les unités, ou ça va disparaître également? Il y a encore quelqu'un qui veut s'exprimer? Oui, une double question sur la gouvernance et sur l'accompagnement à l'émergence ou au changement. Sur la dimension d'accompagnement au changement, on parle pour pouvoir démultiplier l'offre, on parle des dynamiques sur les créations, mais quid de l'existant et à faire évoluer, parce que c'est aussi des viviers pour pouvoir développer l'offre d'insertion. Avec en plus, avec le recul, une logique où dès lors qu'on a des réformes dans le champ de l'IAE, on se rend compte que ces éléments-là nous demandent plus de rigueur en termes administratifs et nous demandent de passer un certain nombre de seuils et donc impactent nos modèles économiques qui se traduisent ou pas, ou en tout cas qui alimentent des phénomènes de concentration tels qu'on peut les voir. Donc qu'est-ce qui est prévu par rapport à ça? Deuxième question sur la gouvernance, l'échelon régional ne me dérange pas. Après, la question est effectivement comment ne pas déstructurer des liens avec le département qui existent et qui sont probants et qui en plus soutient assez fortement les structures, notamment les chantiers d'insertion nous concernant. Mais comment mettre autour de la table ou remettre autour de la table l'échelon régional pour une institution qui se désengage ou pour laquelle on a des fortes interrogations quant à leur pérennité dans le financement du dispositif. Très bien. S'il n'y a pas d'autres demandes, je vais demander... Alors, il y a eu beaucoup de commentaires sur... En fait... Pardon, il y a quelqu'un qui veut prendre la parole encore? Alors, il y a des commentaires ou des questions qui s'adressent finalement à chacun d'entre vous, y compris à vous, avec la question du syndicat. Qui veut commencer? Claire? Je ne sais pas si c'est vraiment à moi de répondre sur la question de l'accompagnement. Effectivement, en tout cas, l'analyse qu'on en fait, c'est que à chaque fois qu'il y a des évolutions, à chaque fois qu'il y a des mutations, il y a des besoins d'accompagnement. Le passage de seuil, c'est pas simple. Ça impacte tous les niveaux, que ce soit le modèle économique, la structure financière, évidemment l'enjeu des gouvernances et des organisations internes. Donc on est juste absolument convaincus que des besoins d'accompagnement, il va y en avoir encore. Et c'est d'ailleurs à partir de ce constat et de cette analyse qu'on a cherché, je reprends dans le 13, on est dynamique, on anticipe. Effectivement, c'est parce qu'on est convaincu qu'il va y avoir de nouveau des besoins, qu'on n'a pas du tout envie de saturer l'offre existante. Alors, il y en a quelques-unes encore, des possibilités d'accompagnement. Le dispositif local d'accompagnement est une possibilité. Il y a des offres d'accompagnement qui sont fournies aussi par le réseau, etc. L'idée, c'est justement que l'explosion de ces offres, parce qu'il va y avoir des nouveaux porteurs, des porteurs qui vont accueillir plus de postes, et que tout ça, ça suppose d'avoir le bon socle solide qui permette de pérenniser la structure et l'offre.
eh bien que ça soit pas saturé et qu'on puisse peut-être distinguer les deux. Voilà, mais là pour le coup c'est à mon niveau, je ne peux pas non plus. Oui, moi je veux bien rebondir sur l'accompagnement. Bon, il y a bien évidemment ce que vous venez de dire, l'accompagnement des réseaux qui est nécessaire. Je pense qu'il y a l'accompagnement aussi donc, par les services de l'État. Alors c'est vrai qu'on est en pleine réorganisation et en pleine préfiguration. Moi le message que je porte dans le cadre de la préfiguration, c'est qu'on a aujourd'hui, dans le 13, mais je crois que c'est aussi vrai ailleurs, un service dédié à l'insertion par l'activité économique avec des chargés de suivi qui connaissent très bien leur structure. Et comme je l'indiquais, j'ai fait le tour récemment de beaucoup de structures, toutes, sans exception, toutes m'ont dit que c'était vraiment essentiel de garder ce lien fort avec les structures d'insertion parce que c'est une connaissance fine de leurs problématiques, de leurs difficultés, de leurs forces. Et cet accompagnement que vous évoquez, c'est aussi notre responsabilité de le garder et d'essayer de le garder, même si c'est compliqué dans le contexte budgétaire que vous connaissez sur les moyens. En tout cas, je pense que c'est vraiment un sujet sur lequel il ne faudra pas se tromper non plus, là encore, dans la préfiguration et dans l'organisation des futures directions départementales pour garder ce lien de proximité qui est une force. Sur les dialogues de gestion, bien sûr, ils vont être maintenus, ils ne vont pas être supprimés, ils vont être simplifiés, si j'ai bien compris donc, le pacte ambition. Mais ils vont perdurer parce que, comme ça a été indiqué, le principe, ça va être une confiance a priori. Et donc ce dialogue de gestion sera le moment phare et important dans le cadre de l'échange, au-delà de l'échange et de l'accompagnement que j'évoquais à l'instant en permanence des structures par les chargés de suivi au sein des services. C'est le moment où on fait le bilan de ce qui a été mené dans la structure, qu'on fait le point sur les projets qu'elle peut avoir, sur les besoins qu'elle peut avoir en termes d'accompagnement, y compris financier. Donc on l'a évoqué ce matin sur l'accompagnement, le FDI va être nettement doté de moyens pour pouvoir accompagner les nouveaux projets. Donc on a un certain nombre de réponses qui sont possibles pour essayer d'être le plus près possible des structures, de leurs besoins en termes d'accompagnement. Moi, je vais répondre sur le syndicat, ce que vous disiez, monsieur, tout à l'heure. Oui, ça peut être une bonne idée, mais comment on l'organise, sachant qu'on a des contrats qui vont de 6 mois à 1 an, donc il faut arriver à créer soit une commission, soit un syndicat. Comment on l'organise, qui le dirige, enfin, il y a plein de... Oui, c'est une vraie réflexion qu'on aura à avoir. Pourquoi pas en parler avec les personnes concernées, mais je pense que mes collègues salariés seraient d'accord sur le sujet. Merci. Joséphine Lagroux, Laurent Sus. Ah, simplement, au-delà du côté syndical, je pense que moi, tout comme mes collègues, nous allons rapporter ce que nous avons compris de cette fameuse journée, ainsi que les interrogations que nous avons à nos collègues, et nous ferons remonter aussi haut que possible les interrogations qu'ils nous soumettront. Merci beaucoup. Laurent Suster, Joséphine Lagroux, dans cette deuxième table ronde, est-ce qu'il y a là encore des précisions, des points sur lesquels vous voudriez revenir? Oui, en très rapide. Alors, pour ma part, voilà, j'ai bien entendu tout à l'heure votre amour collectif pour l'agrément par Pôle emploi. J'entends le même vis-à-vis du CDIAE, donc il y a beaucoup d'amour dans cette J'en prends bonne note, en tout cas. Il y a vraiment une spécificité locale ici qui est très intéressante. Une nuance sur le pacte. Alors, on n'a pas tout à fait écrit suppression du CDIAE, c'est de la sémantique, mais en fait, ça a du sens. On a écrit remplacement par une instance territoriale, comité territorial d'animation ou autre, peu importe le nom, qui pourrait être à la fois au niveau... Non, alors il y a le niveau régional, mais l'action numéro 3 de la mesure, c'est remplacement du CDIAE par un comité territorial de l'inclusion, on va dire, qui peut être soit au niveau départemental, soit au niveau infradépartemental, et sur lesquels on a visé 3 thématiques: la question du financement pour accompagner le développement, la question des parcours, en gros à peu près l'échelle d'action du CTA aujourd'hui, et la question de la relation avec les partenaires et les entreprises. Le point d'attention que nous avions eu, c'était l'allègement, c'est un peu un fil conducteur du pacte, l'allègement de la charge administrative du CDIAE, à savoir, c'est peut-être pas nécessaire de devoir passer tous les dossiers de conventionnement en CDIAE, mais d'utiliser ce temps-là
pour faire du stratégique, du qualitatif, de l'échange, etc. Donc c'est la même logique qui va certainement poursuivre pour l'évolution des dialogues de gestion. Donc ce que Thibaut a dit tout à l'heure, ça correspond un peu à ce qu'on a écrit dans le pacte, à savoir que il nous a semblé pertinent, mais encore une fois sur ça on n'a pas atterri et on va travailler ça cette année et avec plaisir avec vous, avec les conseils départementaux, pour voir à quel point on peut s'adapter aux spécificités locales. En tout cas vous le verrez là je laisserai Laurent compléter, mais sur la circulaire, enfin tout est vraiment très ouvert encore sur la gouvernance, donc avec plaisir pour travailler ça avec vous. En effet, je m'étais fait la même remarque que vous sur le dialogue social. C'est quelque chose qu'on a identifié dans le pacte, dans la place des salariés en insertion, des salariés en parcours dans le dialogue social au sein des SIAE. Alors c'est compliqué exactement pour la raison dont vous avez parlé, mais voilà, on a repéré quelques petits points d'évolution législative qui pourraient aider à favoriser la représentation, donc on va y travailler. Et un dernier point, et aussi qui est davantage une question, est-ce que le programme X, le projet X que vous développez, est-ce que vous savez si ça se développe aussi dans d'autres territoires, dans d'autres régions, dans les autres France Active, avec d'autres régions, des réseaux, voilà. Et merci pour les remarques et les propositions, on va repartir avec plein d'idées. Laurent Suster ou... Oui, on peut répondre rapidement. Oui, il y a des territoires, a priori, où effectivement France Active travaille avec les réseaux sur des offres d'incubateurs. Après, la plupart du temps d'ailleurs, très en lien avec les services de l'État. Donc voilà, effectivement, on est sur des choses qui existent déjà. Quand bien même là, on a fait un vrai travail d'émergence de terrain, c'est-à-dire que finalement, avant de savoir que ça existait, on avait commencé à se concerter, mais on va maintenant évidemment faire ce travail d'aller recenser ce qui existe déjà ailleurs pour renforcer notre fonctionnement. Peut-être juste sur l'ancrage territorial. Je pense qu'on partage tous cette conviction que l'IAE c'est local. Et local c'est notamment départemental. Et bien sûr on salue le rôle des départements, notamment dans le financement de l'IAE. L'IAE c'est cette année 1 milliard de crédits budgétaires État, mais les départements c'est à peu près 200 millions. Donc le poids des départements il est fondamental pour l'ensemble de l'IAE et pour les chantiers bien sûr en particulier, où au-delà du cofinancement de l'aide au poste, il y a souvent du financement supplémentaire pour l'accompagnement renforcé, des projets spécifiques d'investissement. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est, sauf erreur de ma part, Joséphine Frédéric Bierry, qui est le président de la commission sociale de l'ADF, est présent et membre du conseil de l'inclusion dans l'emploi. Et donc, alors, on a essayé de faire un peu vite dans le cadre du pacte, et donc bien sûr, dans ce cas-là, voilà, ça va un peu dans tous les sens, on essaie de brosser tous les sujets, on fait des groupes de travail, on a sollicité les directs, notamment sur les sujets de gouvernance, et c'est pour ça qu'on a intégré la dimension régionale notamment. Mais donc, on avait consulté Frédéric Bierry, mais comme le disait Joséphine, les 6 mois et l'année qui vient pourra nous permettre justement d'affiner ces sujets, gouvernance, académie, et aussi achat responsable, comme on l'a évoqué ce matin. Donc ancrage local fondamental, notamment départemental, et ensuite, pour être très pragmatique dans la circulaire et ce qui va sortir, effectivement on crée une instance régionale, où on demande au service de créer une instance régionale, qui aura en fait pour principal objectif de rendre compte de la mise en œuvre du pacte sur les 3 ans qui viennent au niveau régional. C'est un petit peu ce qu'on fait aujourd'hui, là on lance, peut-être que dans 1 an vous pourrez faire la même chose en disant, bah voilà, il s'est passé ça, il y a eu tant de crédits qui ont été notifiés, notre objectif c'était peut-être par exemple couverture des zones blanches, public, travailleurs handicapés, par exemple, je dis ça comme ça, et puis consolidation du modèle économique des chantiers d'insertion. Et puis vous vous rendrez compte, vous verrez ce qui s'est passé, et voilà. Donc c'est l'objectif premier de cette instance régionale, avec aussi l'objectif pour le coup d'associer les conseils régionaux, même si le portage de ce conseil régional est bien à la main du préfet de région. Et pour ce qui concerne le CDIAE, comme Joséphine le disait, on ne le supprime pas, il aura peut-être vocation en fonction des échanges qu'on aura à être transformés. Mais là, à très court terme, ce qu'on cherche à inciter, c'est en fait une vision un peu pragmatique. Ce qui marche, on continue. Ce qui est un peu lourdingue, permettez-moi l'expression, on arrête. Et puis surtout, on essaye de rendre les choses du coup un peu moins administratives et plus dynamiques en se disant les sujets, c'est financement, alors on y va, le sujet couverture territoriale, parcours, pour voilà, essayer de faire en sorte que tous les acteurs qui sont impliqués le soient encore demain et le soient même encore plus. Merci beaucoup. Je vous demande d'applaudir les intervenants de la deuxième table ronde. Et donc, on va se cheminer vers la conclusion.
qui sera une conclusion à 4 voix, mais rassurez-vous, elle ne va pas durer 4 heures, entre les 3 présidents et présidentes des 3 réseaux, Laurent Neyer de la Direct. Avant de leur donner la parole, je profite pour vous dire que, pour ma part, je remercie notamment les 3 chevilles ouvrières des 3 réseaux, Cécile et les 2 Élises. On fait beaucoup dans les clubs de prénoms ici. Je remercie bien sûr les équipes de la Direct. Je remercie les salariés en insertion. Alors il y en avait ici. Il y avait les salariés en insertion qui ont participé évidemment au buffet. Et il y a les 6 salariés en insertion qui ont fait le captage vidéo de la séance. Donc, et puis bien sûr, je remercie l'IFSI qui a accueilli. Donc un grand remerciement de votre part à tous. Et donc je demande aux présidents, présidentes de réseau de venir me rejoindre pour nous dire ce qu'ils et elles ont retenu de cette journée. Et puis ensuite, je laisserai le mot de la fin à Laurent Neyer. Allez, ladies first. Donc, ce matin, M. Neyer avait introduit la journée en présentant les principaux objectifs de la journée, à savoir apporter des éléments de réponse sur certaines des mesures du pacte Ambition et pouvoir mesurer au mieux les impacts et les risques sur leur mise en œuvre dans nos structures. Donc, beaucoup de questions ont été posées, des questions très diverses qui traduisent les préoccupations, voire les inquiétudes des acteurs de l'IAE. Des questions très techniques, notamment sur la question de l'agrément, d'autres plus larges, sur la question des moyens, sur la question de la déclinaison du pacte, notamment sur certains territoires ruraux, sur la gouvernance, on vient de le voir. Si ce n'est de l'impatience pour avoir ces réponses, c'est vrai que nos métiers, c'est aussi de pouvoir anticiper, et que ces préoccupations traduisent justement ce besoin d'anticiper et de nous projeter à travers ces évolutions qui vont forcément avoir des impacts. Donc des réponses ont été apportées, certainement incomplètes. Certains points demandent à être confortés, d'autres restent en suspens. La mise en œuvre se fera étape par étape, progressivement, nous a-t-on confirmé. Je crois que ce qu'il faut retenir de positif, c'est une volonté commune de développer collectivement le secteur de l'insertion par l'activité économique, d'en faire un élément fort et un levier encore plus fort pour l'inclusion des publics les plus fragiles. Donc c'est quand même une vraie reconnaissance du secteur de l'insertion par l'activité économique, de son expertise. Développer le secteur en nombre et en qualité, avec favoriser l'émergence de projets tournés vers les métiers d'avenir en couvrant tous les territoires et en associant les entreprises à ce développement, donc un idéal. Néanmoins, la question de combien et comment les structures vont pouvoir absorber ces postes supplémentaires, quels moyens complémentaires pour développer de nouveaux projets, quand on sait toute la logique financière qu'impose la création de nouvelles activités notamment, et quand on sait que beaucoup de structures sont en fragilité financière. Donc quel cofinancement vont pouvoir être mobilisés. La question du développement des marchés publics a été évoquée. On nous a dit que... Enfin, voilà, je sais qu'il y a un travail qui est mené à différents niveaux pour cette question-là. La question de la diversité des territoires, de leur spécificité. La question de la mobilité aussi. Donc ce sont des questions, si ce n'est qui restent entières, puisque le projet X a apporté quand même des éléments de réponse concernant l'accompagnement de ce développement.
Voilà, donc c'est des questions qui me semblent ne pas devoir être écartées pour, si on veut que l'ambition de ce pacte soit la réussite collective et partagée, et pour une même cause. Donc je pense que effectivement, voilà, il y a des éléments très positifs. Maintenant, tout ça va être dépendant de comment, sur chaque territoire, des coopérations vont pouvoir se nouer avec des acteurs au sens large. Et je pense que voilà, le travail se poursuit, mais qu'il y a quand même un certain nombre d'éléments positifs à retenir. J'allais dire, je continue, non, mais merci Claudine, elle voulait au départ ne pas prendre la parole, mais en résumé, c'est elle qui a tout dit. Je crois que tu as fait et tu n'as pas fini. Ouais, tu vas nous la laisser maintenant, parce que tu as pris. Non, moi je ne voudrais pas qu'on perde de vue non plus. Je souhaiterais que ce soit les 3 personnes, bon, de Propulse, vous allez dire, c'est la structure que je dirige, mais que nous rejoignent, et aussi les personnes qui ont filmé cet après-midi, rejoignez-nous, parce que je pense que c'est important de ne jamais oublier que c'est avec eux, c'est pas pour eux, c'est avec eux qu'on va construire à un moment donné, qu'on aura cette ambition, et ça va être le fil conducteur de tout notre projet. Voilà. Donc, un grand merci, parce que c'est pas facile de prendre la parole en collectif, d'accord ? C'est un exercice qui a été préparé et Sophie a contribué, et la contribution est aussi dans le film qu'on est en train de produire. Moi, j'ai envie de parler de clés de réussite. Ça a été dit aussi aujourd'hui. Une des clés de réussite essentielles, c'est la confiance. Si on n'a pas confiance les uns avec les autres, les uns pour les autres, ça ne fonctionnera pas. C'est vraiment un élément clé. La confiance qu'on a avec eux, pour eux, et la confiance qu'ils ont aussi pour nous. Ensemble, il y a un vrai défi à relever, il y a une vraie ambition, et moi j'ai envie d'y croire. Merci Pierre. Pour la FEI, donc, je vous prie d'excuser le président Nordine Almeri que je remplace. Donc effectivement tout a été dit, comme l'a souligné Pierre, dans la conclusion en tout cas qu'on peut avoir de cette journée. Pour nous, on se félicite de ce pack Ambition IAE qui est effectivement très intéressant dans le développement et le contenu. Au-delà effectivement de la journée, de la forte déclaration d'amour qu'on a pu avoir, et comme l'a signalé Madame Labrousse vis-à-vis de Pôle emploi, ce qui est important pour nous, c'est d'être attentif à ce que la démarche de changement qui peut être angoissante soit effectivement facilitée et qu'on accompagne bien cette dynamique-là. Et la vigilance qu'on veut pointer ou qu'on veut souligner, c'est que la création de nouvelles structures, effectivement, c'est souhaitable parce que c'est des choses qui enrichissent très fortement notre secteur d'activité, mais il faut qu'on prenne en compte l'existant et qu'on permette à l'existant de croître et de se consolider et de se développer. On redonne la parole à Claudine pour la conclusion de la conclusion. Voilà, pour parler de coopération, je voulais juste souligner que je pense que cette journée est un bel exemple de coopération locale et que nous tenons à remercier la Directe PACA pour la confiance accordée au réseau et effectivement le travail accompli par les 3 délégués régionales pour l'organisation de cette journée. Bon, je vais encore quand même faire mon couplet sur le merci parce que c'est hyper intéressant, mais c'est merci aussi à vous parce que c'est le collectif, c'est ce collectif des acteurs du territoire qui a fait que ce séminaire ou cette journée d'information est pour moi, de mon sens, une réussite matériellement. Et je tiens encore à remercier les organisateurs et toutes les forces vives, y compris à la Directe, y compris dans les réseaux, y compris des gens qui sont venus nous donner le coup de main, y compris des locaux, parce que c'est grâce à ça qu'on a pu matériellement le faire. Mais je pense que le fruit même de ces échanges, ça a été toute l'énergie que vous avez pu donner, vous, nous, et c'est ça qui fait la réussite de cette journée. J'ai peut-être 3 mots à vous dire et je m'arrête là. Le premier, c'est qu'on est dans un contexte d'une forte volonté politique. Le deuxième, c'est que nous avons des moyens ambitieux. Le troisième, c'est que nous avons une envie des acteurs, une envie du territoire. Et maintenant, c'est à nous de transformer ça.
en une dynamique de l'action. Et donc c'est à nous maintenant de nous mettre au travail et je vous en remercie par avance. Merci.